Nous connaissons tous les trous noirs, mais qu'en est-il de leurs mystérieux frères jumeaux, les trous blancs? As-tu déjà entendu parler d'une telle chose? Existe-t-il seulement? Et la question la plus importante de toutes, ces deux types de trous agissent-ils en fait comme un grand portail interdimensionnel? Découvrons-le ensemble. Un trou noir est un objet spatial effrayant, doté d'une force d'attraction incroyablement forte. Sa gravité est si importante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est pourquoi ils nous semblent noirs. Ils apparaissent lorsque des étoiles au moins 3 fois plus grosses que notre Soleil se consument complètement. En vieillissant, une telle étoile commence à perdre ses couches de gaz et à diminuer de taille. Son noyau rétrécit et rétrécit jusqu'à se transformer en une petite boule dotée d'une énorme pression intérieure. Et quand elle ne peut plus supporter cette pression, elle implose, s'effondre sur elle-même et devient un trou noir. Et oui, nous avons encore beaucoup à apprendre sur ces trucs-là. Mais au moins, nous nous sommes fait une vague idée à leur sujet. Mais qu'en est-il des trous blancs? Pourquoi en entendons-nous si rarement parler et pourquoi ne savons-nous rien à leur encontre? Les trous blancs sont des objets spatiaux théoriques qui sont en fait les opposés des trous noirs. Si les trous noirs mangent tout ce qu'ils voient, les trous blancs, au contraire, ne laissent rien entrer en eux. D'ailleurs, trou blanc n'est qu'un nom. Pour nous, il n'aurait pas vraiment l'air blanc. Imagine que tu voyages à bord d'une navette. Soudain, tu vois quelque chose qui ressemble à un trou noir typique. Il est entouré d'un anneau massif de poussière et de gaz spatial, scintillant en rotation. Mais si tu continues de regarder, tu verras quelque chose d'inhabituel. Ce trou va cracher de la matière depuis son centre. Une telle chose est impossible avec les trous noirs. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu réaliseras qu'il s'agit d'un trou blanc, puisque visuellement, il ne présente aucune différence. Ces deux phénomènes spatiaux ont ce qu'on appelle un horizon des événements, lequel représente en quelque sorte une frontière. Pour un trou noir, cette frontière devient le point de non-retour. Si tu la franchis, il n'y a pas le moindre retour possible. Mais pour un trou blanc, cela s'apparenterait plus à un mur invisible que tu ne peux pas traverser. Un peu comme un club ultra select qui n'accueillerait personne. Voilà qui laisse songeur. Un jour, un trou blanc a reçu d'une manière ou d'une autre une énorme quantité de matière. Mais ensuite, il a cessé d'absorber cette matière et a commencé à la recracher. Cela signifie donc qu'il recrache les vestiges du passé. Mais quel est exactement ce passé? Un trou blanc peut-il recracher quelque chose qui a déjà existé et qui a disparu depuis longtemps? Ces choses peuvent-elles d'une manière ou d'une autre affecter notre monde? Cette idée peut sembler un peu inquiétante, mais tu peux te détendre. Le fait est que nous n'avons pas encore découvert un seul trou blanc. C'est peut-être parce que nous disposons de très peu de connaissances réelles sur l'espace. Au XXe siècle, Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale ont frappé la physique comme un raz-de-marée. Il avait découvert quelque chose d'incroyable, la gravité en tant que force invisible toute puissante et capable de courber l'espace et le temps. Cette découverte a été une véritable percée. C'est à ce moment-là que les scientifiques ont suggéré pour la première fois l'existence des trous noirs. Mais il leur a fallu plus de 40 ans pour comprendre ces objets spatiaux, ou même prouver leur existence. Ce n'est que récemment que nous avons reçu la première photo d'un trou noir situé au centre de la galaxie M87. Tu te souviens peut-être de cette galaxie? Beaucoup de gens se sont moqués du fait qu'elle était trop floue. Mais nous devrions accorder plus de crédit aux scientifiques. Cette photo a été obtenue grâce à la collaboration internationale de stations spatiales et de 8 télescopes terrestres. Il nous a donc fallu une immense quantité d'efforts et de ressources pour obtenir la moindre preuve de l'existence des trous noirs. Pas étonnant que nous n'ayons toujours pas découvert leurs jumeaux. Mais d'un autre côté, de nombreux chercheurs pensent que les trous blancs n'existent peut-être même pas. Pendant longtemps, ils ont été l'une des conclusions logiques de la théorie de la relativité. Si des trous noirs existent, pourquoi les trous blancs ne devraient-ils pas se produire dans l'univers ? Mais récemment, les scientifiques ont commencé à douter de la possibilité même de leur existence. Nous savons comment naissent les trous noirs, mais pour qu'un trou blanc apparaisse, tout le processus doit être inversé, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Nous pouvons prendre un œuf et le transformer en omelette. Mais comment faire pour qu'une omelette redevienne un œuf entier ? Ne nous éternisons pas sur la nourriture. Au début, tout dans l'univers avait une forme claire et définie. Et puis, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus chaotique. C'est l'une des lois statistiques de l'univers.
Par ailleurs, il semble que les trous blancs ne pourraient pas exister pendant bien longtemps. Ils rejetteraient une grande partie de leur masse et de leur matière dans l'espace. Tout cela s'accumulerait et se rassemblerait autour d'eux, jusqu'à ce que finalement, le trou blanc s'effondre et forme un autre trou noir. Quel cycle étrange! Enfin, c'est à cela que ressemble le processus si tu fais appel au bon sens. Mais nous savons tous que l'univers est bien trop complexe pour nos petits cerveaux simplets. On y trouve tellement de choses qui n'ont aucun sens, mais qui existent bel et bien. Certains physiciens essaient d'extraire les trous blancs de ce dédain scientifique. Leur principal argument s'appuie sur la question suivante. Que se passe-t-il avec les choses qui entrent dans un trou noir? Elles ne peuvent pas simplement disparaître dans le néant. Selon la physique, aucune matière dans l'univers ne peut simplement se transformer en rien. Elle ne disparaît jamais, elle mute simplement. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Qu'arrive-t-il à un trou noir lui-même lorsque sa durée de vie expire? Et comment naît un trou blanc? Comme tu l'as probablement deviné, ces questions peuvent toutes avoir une seule et même réponse. Les deux trous pourraient être interconnectés, et ils pourraient même constituer une sorte de portail. Pour que cela soit vrai, nous devons faire fi des équations de la relativité générale. Et nous savons que la théorie d'Einstein a été considérée comme inattaquable pendant des décennies. Et pourtant, voici un fait amusant. Nous l'avons finalement remise en question en 2022. 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour avoir prouvé que les conclusions d'Einstein n'étaient pas exactes sur bien des points. Et l'univers est bien plus compliqué que nous ne le pensions. En d'autres termes, les trous blancs pourraient vraiment exister. Ils demeurent peut-être incompréhensibles pour nous, mais leur existence reste toujours possible. S'ils existaient, comment fonctionneraient-ils? Nous avons bien quelques idées. Par exemple, certains suggèrent qu'un trou blanc pourrait être la progéniture d'un trou noir. Au fil du temps, un trou noir pourrait vieillir et devenir très petit. Les processus qui s'y déroulent cesseraient alors d'obéir à toute logique. Un pur hasard quantique entrerait en jeu. Blablabla, les particules s'activent dans la folie et le chaos et boum, un trou noir se transforme en trou blanc. Un tel trou blanc aurait la taille d'une infime particule et pèserait à peu près autant qu'une mèche de cheveux humains. Il n'aurait pas l'incroyable masse gravitationnelle de son ancêtre, mais il aurait bien ses entrailles. En d'autres termes, ce trou blanc aurait stocké tout ce que le trou noir avait avalé dans sa vie précédente, et tôt ou tard, il commencerait à recracher ces informations. Si cette théorie est vraie, alors un jour, les trous blancs pourraient commencer à dominer l'ensemble de notre univers. Cela pourrait se produire lorsque toutes les étoiles auront brûlé et que tous les trous noirs se seront asséchés. Mais tout cela se passe dans le futur le plus lointain qu'on puisse imaginer. Nous parlons ici de milliers de milliards d'années dans le futur. L'univers pourrait même ne pas survivre aussi longtemps. Il existe aussi une autre option. Peut-être que notre univers entier est la création d'un trou blanc. Certains physiciens affirment que le Big Bang ressemble étrangement au comportement potentiel d'un trou blanc. Les deux sont très similaires d'un point de vue mathématique. Et qui sait, ils ont peut-être raison. En tout cas, il y a des tonnes de choses dans notre univers dont nous n'avons encore aucune idée. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons le secret de ces jumeaux opposés. Espérons simplement qu'il s'agira... Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil.
Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois? C'est bien une preuve, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir.
On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups! Les scientifiques ont découvert quelque chose d'assez cool. Les trous noirs de Schrödinger. Oui, les objets les plus effrayants de notre univers se révèlent être encore plus terrifiants. Nous savons maintenant qu'ils peuvent exister sous plusieurs états à la fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir ça. Les trous noirs sont les mystérieux titans de notre univers. Parfois, on a l'impression que plus on en apprend sur eux, moins on en sait. Nous les avons découverts assez récemment, au XXe siècle. Et depuis, nous en avons trouvé de toutes sortes aux 4 coins de l'univers. Certains font la taille d'une petite ville, d'autres sont effroyablement surdimensionnés. Mais leur caractéristique la plus notable est probablement leur masse immense. Et c'est là qu'une étude récente entre en jeu. Des scientifiques ont constaté que les trous noirs ont des propriétés quantiques très particulières. Ils ont découvert qu'un trou noir peut être à la fois grand et petit, léger et lourd, mort et vivant. Quand ils disent « vivant », je pense qu'ils parlent par métaphore. Espérons en tout cas que ce soit le cas. Mais l'important dans cette découverte est qu'un trou noir peut se trouver dans tous ces états simultanément. Plutôt étrange, non? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Eh bien, le fait de pouvoir être tout en même temps n'est pas une idée neuve pour la science. Les physiciens appellent cela la superposition, ou, pour faire simple, l'état d'incertitude. Les physiciens quantiques ont d'abord découvert cet état dans de minuscules particules quantiques. Ils ont remarqué une chose très étrange. Tant que nous n'observons pas une particule, elle existe dans tous ses états possibles en même temps. Et ce n'est que lorsque nous commençons à interagir avec elle, par exemple en la regardant, en la mesurant ou simplement en faisant quelque chose, que la particule décide de l'état dans lequel elle doit se trouver. Voici un exemple. Imagine que tu as une balle dans une boîte. Tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Le truc, c'est que tant qu'elle reste dans sa boîte, la balle est de toutes les couleurs en même temps. Ce n'est que lorsque tu la sors qu'elle choisit enfin sa couleur. Tout cela se produit instantanément, donc tu ne le remarques pas. Pour toi, la balle a toujours été bleue. Plutôt effrayant, non? Et ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, comment ces particules comprennent-elles que nous les observons? Comment décident-elles de l'état dans lequel elles finissent? Et à quoi ressemble réellement notre monde si nous ne voyons que ce qui nous en est montré? Bien sûr, cette découverte a provoqué un énorme émoi dans la communauté scientifique. Ce n'est pas étonnant, c'est quand même un peu bizarre. C'est ce que pensait aussi le physicien Erwin Schrödinger au début du XXe siècle. Les théories quantiques lui semblaient délirantes, c'est pourquoi il a décidé de les remettre en question. Il a mené une expérience célèbre.
Tu en as probablement entendu parler, même si tu ne connais rien du tout à la science. La célèbre expérience du chat de Schrödinger. Quel était l'intérêt de cette expérience ? Tout d'abord, nous avons une boîte et un chat. Dans la boîte, il y a un récipient contenant un gaz toxique et un mécanisme spécial. À tout moment, il y a 50% de chances que ce mécanisme ouvre le récipient. Si cela se produit, le gaz toxique se diffusera et le pauvre chat ne survivra pas. Si ça ne se produit pas, le chat restera en vie et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, il s'agissait d'une expérience purement hypothétique. Aucun chat n'a été maltraité. Mais imaginons que nous ayons effectivement enfermé un chat dans une boîte et que nous ayons attendu 1 heure. Il est temps de vérifier le résultat. Et c'est là que nous nous rapprochons de la partie la plus intéressante. À ton avis, comment cette situation se terminerait-elle dans notre monde ordinaire ? Eh bien, probablement, le récipient finirait par s'ouvrir ou non. Et alors, le destin du chat serait fixé. Après cela, il nous suffirait d'ouvrir le couvercle pour découvrir la vérité. Mais en physique quantique, tout est beaucoup plus étrange. Selon cette science, le chat est à la fois vivant et non vivant jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte. En d'autres termes, l'univers lui-même ne sait pas quoi faire de ce chat. Comme si le pauvre animal se trouvait entre 2 mondes à l'intérieur de sa boîte. Et quand tu ouvres le couvercle, l'univers choisit un résultat de manière aléatoire. Alors, pourquoi avoir fait subir tout ça à un pauvre chat ? Eh bien, au départ, Erwin Schrödinger voulait montrer à quel point tout cela lui paraissait stupide. Mais au final, il a accidentellement prouvé que les physiciens quantiques avaient raison. La situation s'est avérée plutôt drôle. Ça s'est passé comme ça. Ces physiciens quantiques n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Selon leur logique, le chat dans ma boîte devrait être à la fois vivant et non vivant. Mais attendez. Oh. Ils ont raison. Schrödinger a reçu le prix Nobel en 1933, mais pas pour cette découverte. Et en 2022, 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour une autre découverte dans ce domaine. Ces scientifiques sont Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger. Ils ont été récompensés pour leurs expériences sur les états quantiques enchevêtrés. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Faut-il se tourner vers une branche de la magie pour comprendre tout ça ? Malheureusement, l'humanité n'est pas assez développée pour tester ces théories. Pas encore. Mais nous avons beaucoup d'hypothèses plutôt sympas. Par exemple, la théorie des univers parallèles est une tentative d'explication de ce phénomène. Tu te souviens de la balle dans la boîte ? En gros, selon la théorie du multivers, il y a un nombre infini de réalités différentes. Donc, si tu ne sais pas à quoi ressemble la balle, c'est qu'elle existe dans cet état interdimensionnel et incertain. Mais lorsque tu ouvres la boîte et que tu regardes la balle, tu es transporté dans une réalité donnée. Par exemple, dans celle où elle est bleue. C'est assez incroyable et tout à fait passionnant. Mais pourquoi avons-nous besoin de toutes ces informations ? Quel rapport avec la récente découverte ? Eh bien, les scientifiques se sont dit, si les particules de notre univers se comportent comme ça, qu'en est-il des objets spatiaux les plus grands ? Et ils ont donc décidé de pointer leurs appareils non pas vers le microcosme, mais vers l'espace lointain. Le physicien théoricien américano-israélien Jacob Bekenstein a été le premier à suggérer que les trous noirs pourraient avoir les mêmes propriétés étranges. Mais cette théorie devait être testée. La recherche avait pour but de trouver un lien entre les particules quantiques et les trous noirs. Les chercheurs ont donc créé une structure informatique dans laquelle ils ont placé une particule quantique simulée juste aux abords d'un trou noir géant simulé. Et cette analyse leur a montré que les trous noirs pouvaient eux aussi exister sous plusieurs états à la fois. Par exemple, ils peuvent être incroyablement massifs et, en même temps, ne pas avoir de masse du tout. Ces mystérieuses portes de l'espace peuvent avoir différentes masses à la fois. Cette modélisation a montré que ces masses superposées se trouvaient, en fait, à l'intérieur de certains ratios déterminés, ainsi que Bekenstein l'avait prédit, a déclaré la physicienne Magdalena Zeik en se référant à l'étude. On ne sait pas encore très bien tout ce que cela signifie, et cette découverte seule ne nous a pas beaucoup rapprochés de la compréhension du fonctionnement de notre univers ou de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Nous n'avons compris qu'une seule chose: tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué et plus fantastique que nous le pensions. Qui sait, peut-être que les trous noirs sont bien des portails entre les univers parallèles. À ce stade, il est impossible de réfuter cette hypothèse. En d'autres termes,
L'univers nous a montré une fois de plus qu'il est plus étrange et plus mystérieux et fascinant que nous ne pouvions l'imaginer. Espérons qu'à l'avenir, nous serons en mesure de comprendre au moins un peu ce qui s'y passe. Les trous noirs sont comme des omnivores. Ils mangent tout ce qui se trouve sur leur chemin si cela s'approche suffisamment, y compris les planètes, les étoiles, les nuages de gaz ou certains voyageurs intergalactiques très malchanceux. Non qu'ils aient particulièrement faim et s'en prennent aux objets spatiaux. Ils avalent simplement tout ce qui passe à proximité. Ils étirent les corps spatiaux géants jusqu'à ce qu'ils soient fins comme des spaghettis et les déchirent atome par atome. Un trou noir est une énorme quantité de matière qui se trouve dans un tout petit paquet. C'est comme si tu comprimais une étoile 10 fois plus grande et plus massive que le Soleil dans une petite zone ayant le diamètre de la ville de New York. Tu obtiens un puits extrêmement massif, compact et dense, avec une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pas même un autre trou noir. Ils n'ont pas de point fixe dans l'espace. Les étoiles, planètes, astéroïdes, comètes, trous noirs et tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement constant. C'est pourquoi les choses deviennent si chaotiques de temps en temps. Au cœur d'une galaxie, des chercheurs ont découvert un trou noir géant en train d'être mangé par un trou noir encore plus grand. Un trou noir peut devenir extrêmement gros. Au centre de la plupart des galaxies géantes se trouvent des trous noirs qui peuvent atteindre des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. L'une des façons de devenir aussi gros est d'avaler d'autres trous noirs de son espèce. Un trou noir qui fusionne avec un autre trou noir est l'une des choses les plus énergiques et les plus puissantes de l'univers. Il y a 1,3 milliard d'années, 2 trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Le plus grand tire le plus petit vers l'intérieur, et maintenant ils sont emprisonnés ensemble dans une spirale. Avec le temps, cette orbite commence à se désintégrer, mais très très lentement. Ces 2 trous noirs se rapprochent constamment l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, les disques de poussière et de gaz en orbite qui les entourent se mélangent et créent un tourbillon intense, qui s'étend et monte assez haut au-dessus du centre de ce disque. À un moment donné, ils finissent par fusionner en un seul très grand trou noir supermassif. Pendant qu'ils fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous en disent beaucoup sur les trous noirs, mais elles ne peuvent pas révéler leur position précise. Les scientifiques ont donc besoin d'un signal électromagnétique qui permette de trouver l'emplacement du trou noir, comme des ondes radio, des rayons X ou un flash de lumière. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs, mais nous pouvons détecter leur effet sur les objets spatiaux qui les entourent. Lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière, sa forte gravité attire la matière vers l'intérieur. Si une étoile ou une planète s'approche suffisamment, la même chose se produira. La matière attirée s'accélère alors, ce qui signifie qu'elle commence à se déplacer très rapidement et elle se réchauffe. Le trou noir commence alors à émettre des rayons X qui se diffusent dans la zone qui l'entoure. L'énergie des rayons X affecte le voisinage et peut, par exemple, stimuler la croissance de nouvelles étoiles. Et enfin, boum, ils entrent en collision. C'est une explosion massive d'énergie, l'un des plus grands bangs depuis le Big Bang. En moins d'une seconde, cette collision a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers visible réunies au même moment. Les trous noirs peuvent donc devenir énormes, mais pas toujours. Les trous noirs de masse stellaire ont une masse similaire à celle du Soleil et ils peuvent être très petits. Celui que les scientifiques ont découvert en 2019 est situé à 10 000 années-lumière de nous et ne fait que 19 km de diamètre. Ils ont une réputation de destructeurs, mais ils ne sont qu'une autre source de force gravitationnelle, comme les étoiles. Cela signifie qu'il est possible pour un corps spatial d'être en orbite autour d'eux, s'il se déplace assez vite bien sûr. Mettons qu'il existe un trou noir ayant la même masse que le Soleil. La vitesse à laquelle un corps spatial devrait se déplacer est la même que celle nécessaire pour tourner autour de notre Soleil, si la distance est la même. Ça, c'est la théorie. En pratique, les planètes n'orbitent pas vraiment autour des trous noirs, car ceux qui ont une masse similaire à celle de notre étoile mère sont pour la plupart les restes d'étoiles géantes qui n'avaient plus de combustible nucléaire et ont fini par exploser. C'est ainsi que les trous noirs sont créés en premier lieu, et il y a de fortes chances qu'aucune des planètes voisines n'y survive. Mais il y a 30 ans, les scientifiques ont découvert les premières planètes au-delà de notre système solaire.
Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d'un pulsar, qui est aussi une sorte de vestige de supernova. Nous ne savons pas comment elles ont survécu à l'explosion de leur étoile mère. Il est possible qu'elles aient été créées après l'explosion à partir des débris qui se sont formés. Les scientifiques ont même une théorie selon laquelle les trous noirs sont peut-être des trous de verre, soit des sortes de tunnels vers d'autres galaxies. Cela signifie qu'ils ne détruiraient pas les objets qu'ils avalent, mais les enverraient quelque part. La théorie affirme que l'objet qui entre et sort de l'autre côté quitte le tunnel par quelque chose d'opposé au trou noir, un trou blanc. Il pourrait ressembler à son alter ego, donc être en rotation et de masse similaire. Il pourrait y avoir un anneau de gaz et de poussière autour de l'horizon des événements, qui est le point de non-retour, la partie d'un trou noir d'où rien ne s'échappe. Contrairement à un trou noir, un trou blanc laisse partir la lumière et toute la matière, mais rien de tout cela ne peut entrer à nouveau dans le portail. Il y a environ 50 ans, Stephen Hawking a réalisé que les trous noirs laissaient échapper de l'énergie. Les scientifiques ont alors développé la théorie selon laquelle un trou blanc pouvait naître d'un trou noir. Ils ne savent toujours pas comment le trou noir disparaît, mais dans ce scénario, il deviendrait si petit qu'il ne pourrait plus avoir cette gravité si forte qui lui fait avaler d'autres objets. Il pourrait alors se transformer en un trou blanc. Un tel trou aurait une masse très faible, proche de celle d'un cheveu humain. Il ne serait pas aussi spectaculaire que son ancêtre le trou noir, mais il cacherait encore des mystères en son sein, les informations de tous les objets spatiaux qu'il a avalés auparavant. Il finirait par recracher ces informations et deviendrait si gros qu'il dominerait l'univers. Le comportement des trous blancs, à l'opposé des trous noirs et de toute cette aspiration de la matière vers l'intérieur, pourrait être comparé à l'explosion du Big Bang, où l'univers est en expansion et où de nouveaux objets se forment. Mais même si cela se produit, ce ne sera peut-être possible que dans des milliards d'années. Et il y a un problème. Même si de grands trous blancs se formaient quelque part dans l'espace, ils ne dureraient probablement pas très longtemps. Les objets sortants entreraient en collision avec la matière en orbite, et tout le système s'effondrerait et se transformerait à nouveau en trou noir, puisqu'il se forme aussi après des explosions de supernovas. Les étoiles, astéroïdes, comètes, galaxies et planètes, tous ces objets spatiaux que nous pouvons voir, ne représentent que 5% de l'univers. Environ 25% pourraient être de la matière noire, une substance mystérieuse que nous ne pouvons pas vraiment voir, mais dont nous supposons l'existence parce que tout dans l'univers se déplace selon son rythme gravitationnel. Cette matière noire est un peu comme une toile d'araignée. Elle maintient ensemble toutes ces galaxies qui se déplacent très vite. Sa jumelle maléfique s'appelle l'antimatière. Les particules d'antimatière sont comme la version opposée de la matière. La même masse, mais une charge électrique opposée. Lorsqu'elles entrent en collision, l'antimatière efface la matière ordinaire et le résultat est de l'énergie pure. La matière noire fait probablement en sorte que l'univers s'étende encore plus vite qu'avant. Selon l'une des dernières théories, elle pourrait être responsable de l'énorme impact d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures. L'univers n'a pas de centre, mais les galaxies en ont un. La Terre fait un cercle autour du centre de la Voie lactée une fois tous les 250 millions d'années. Cette orbite n'est pas simple, mais nous pouvons la prévoir approximativement. Une fois tous les 60 millions d'années, nous traversons la région encombrée de notre galaxie, connue sous le nom de disque galactique. En même temps, nous pouvons suivre certaines extinctions de masse brutale dans l'histoire de notre planète, notamment l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Le professeur Rampino de l'Université de New York suggère que la matière noire possède une gravité qui pourrait projeter des corps spatiaux proches sur la trajectoire de la Terre chaque fois que nous entrons dans le disque galactique. Cela signifie que certains astéroïdes et comètes, qui sont a priori éloignés de nous, sont projetés vers notre planète. Le plus grand objet de l'univers, du moins à notre connaissance, est la Grande Muraille Hercule Corona Borealis. C'est un amas de galaxies de 10 milliards d'années-lumière de diamètre, liées entre elles par la force gravitationnelle. La plus grande galaxie elliptique s'appelle IC1101 et a un diamètre de 4 millions d'années-lumière. La plus petite galaxie que nous ayons découverte jusqu'à présent, SEG2, a un diamètre d'un peu plus de 200 années-lumière. Elle est assez terne et ne compte que 1000 étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie compte 100 milliards d'étoiles. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud.
Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile. Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoile et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto.
Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Hé, le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer. Mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout.
Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait.
parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Sais-tu pourquoi l'océan est salé ? On n'en connaissait pas la raison jusqu'en 1979. La planète entière est recouverte par les océans et on n'avait aucune idée de l'origine de tout ce sel. On a d'abord pensé que les rivières en étaient la cause, car elles peuvent transporter des dépôts et des produits chimiques vers les étendues d'eau plus calmes. Ce n'est qu'à la fin des années 1970, lorsque les scientifiques sont tombés sur ce qu'on appelle les fumeurs noirs, qu'ils ont compris qu'ils étaient la cause de l'eau salée. Il s'agit de cheminées hydrothermales situées le long de la dorsale médio-océanique, qui ont été créées par des sédiments de sulfure de fer provenant des profondeurs du noyau terrestre. Les dinosaures ont disparu il y a longtemps. Mais la façon dont cela s'est produit a fait l'objet d'un débat houleux au sein de la communauté scientifique pendant très longtemps. Jusqu'en 1991 précisément, l'année où le cratère Chicxulub a été découvert. C'est un grand trou situé sous la péninsule du Yucatan au Mexique. Beaucoup affirment qu'il s'est formé lorsqu'un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre. Le matériau le plus ancien jamais trouvé sur notre planète s'avère être plus ancien que tout notre système solaire. La météorite Murchison a atterri en Australie en septembre 1969. Mais nous n'avons fait cette découverte stupéfiante qu'après qu'une nouvelle analyse de ces débris ait été faite en 2020 seulement. Sais-tu qu'il existe un gratte-ciel en corail caché sous l'océan et que nous n'avions aucune idée de son existence jusqu'à très récemment ? En 2020, une équipe de scientifiques australiens est tombée dessus en cartographiant le nord de la Grande Barrière de Corail. Il mesure 500 mètres de haut, soit davantage que l'Empire State Building. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Sais-tu comment les montagnes sont apparues ? On ne l'a pas su avant 1966, et cela concerne aussi les tremblements de terre et les volcans. On a donc envoyé des hommes dans l'espace avant même de comprendre comment et pourquoi la Terre sous nos pieds se met à trembler de temps en temps. Ce n'est qu'en 1966 qu'un scientifique nommé John Tuzo Wilson a publié un article dans la revue Nature, dans lequel il a expliqué que les continents et les océans se déplaçaient constamment. Il a également écrit sur l'activité tectonique, c'est-à-dire des phénomènes comme les tremblements de terre et la façon dont les montagnes s'élèvent à la surface de la Terre. Jusqu'en 2021, on n'avait pas encore cartographié une séquence complète du génome humain. Le concept de l'ADN a été présenté pour la première fois par un scientifique suisse en 1869. Mais les spécialistes ont continué d'ignorer la structure physique de l'ADN jusqu'à ce que Rosalind Franklin et Raymond Gosling l'aient photographié et aient découvert qu'il ressemblait à une double spirale. Tu t'es déjà demandé quel était le plus grand organisme vivant au monde ? Pendant longtemps, les scientifiques se sont aussi posé la question, mais ils ne sont tombés dessus qu'en l'an 2000. Il s'agit d'un champignon qui vit à 1 mètre sous terre, mais qui, selon les estimations, s'étend sur 9 km². Situé dans la Malheur National Forest, au sein des Blue Mountains de l'est de l'Oregon, il est surnommé l'armillaire couleur de miel. Jusqu'en 2002, on ne savait pas ce qui se trouvait au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. On savait que la Terre tournait autour de quelque chose, mais il nous a fallu attendre le 21e siècle pour comprendre qu'il s'agissait d'un trou noir supermassif, d'une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, situé dans une région de la Voie lactée appelée Sagittarius A. Cette découverte a eu lieu après l'invention du détecteur infrarouge de fumée. Si tu as du mal à imaginer devoir parcourir de longues distances sans valise à roulettes, sache qu'elle n'a pas fait son apparition avant 1970. Ce qui signifie que les astronautes qui sont allés sur la Lune ont dû trimballer leurs bagages à la main dans leur vaisseau spatial. La demande de brevet américain pour la valise à roulettes a été accordée en 1972. Mais pour être tout à fait honnête, les premiers modèles n'étaient pas très fiables. Ils avaient des problèmes de vacillement et de basculement, car de grandes valises étaient montées sur des essieux très étroits. Si tu regardes des photos de stars de cinéma des années 1940, tu verras que leurs cheveux étaient bien coiffés et gominés.
Sais-tu que, d'après des découvertes récentes, même les anciens Égyptiens utilisaient une telle substance pour mouler les cheveux? Toutefois, les stars des années 40 n'utilisaient pas notre version moderne du gel, car cette invention n'est apparue que dans les années 1960. Ce que les gens utilisaient pour se coiffer à l'époque s'appelait du Brylcreem, un produit à la consistance cireuse inventé en 1929. Le gel pour cheveux tel que nous le connaissons aujourd'hui est arrivé un peu plus tard et a été inventé par un homme nommé Luis Montoya. Il est rapidement devenu tendance car il n'était pas aussi gras que les produits précédents. À l'époque de la Rome antique, pour s'essuyer, les gens utilisaient des bâtons avec une éponge accrochée au bout. Des feuilles de papier individuellement parfumées, qui avaient la même fonction, semblent avoir existé en Chine dès l'an 589. Aux États-Unis, le papier médicamenteux pour le water closet a été commercialisé à la fin des années 1850. Mais la variante douce et confortable du papier toilette n'a été commercialisée que dans les années 1930, avec le bonus additionnel d'être complètement sans écharde, ce qui est fort appréciable. Des recherches modernes ont révélé que les anneaux de Saturne ont moins de 100 millions d'années environ. Cela peut sembler beaucoup, mais si tu considères que le système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, cela change un peu la donne. Certaines espèces de requins sur Terre sont présentes dans nos eaux depuis 4 fois plus longtemps que les anneaux de Saturne. On a pu tirer cette conclusion étonnante à l'aide de données récentes concernant la masse des anneaux de Saturne et leur proportion de poussière de glace. Comme beaucoup d'entre nous ont de plus en plus recours au commerce en ligne de nos jours, il est difficile de considérer le supermarché traditionnel comme une invention révolutionnaire. Mais il n'existe pas depuis aussi longtemps que tu le penses. Sais-tu comment est apparu le premier supermarché ? En 1916, un commerçant du nom de Clarence Sanders avait besoin d'une solution pour rendre son travail moins pénible. Car, à l'époque, il devait choisir lui-même tous les produits dans les allées et les livrer aux clients. Il a donc pensé à un nouvel aménagement du magasin avec une entrée par tourniquet. Les gens devaient parcourir le magasin dans une seule direction. Il s'est également assuré qu'il passait devant tous les produits disponibles. Les clients pouvaient choisir eux-mêmes leurs articles et devaient rapporter leurs produits chez eux. Le propriétaire du magasin pouvait drastiquement baisser ses prix puisqu'il avait besoin de moins de personnel pour gérer son entreprise. Savais-tu qu'il existe encore un État américain où le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire ? Le port de la ceinture de sécurité a longtemps été optionnel, mais les gens étant ce qu'ils sont, il a fallu mettre en place une règle plus stricte. L'État de New York a été le premier à adopter une loi qui rendait obligatoire le port de la ceinture de sécurité au volant, mais c'était seulement le 1er décembre 1984. Dans le New Hampshire, cependant, il n'y a encore aucune loi sur le sujet. L'ouvre-boîte moderne, celui avec la roulette dentée qui tourne, a été introduit sur le marché en 1870. Ce n'est peut-être pas très remarquable, mais cela semble étrange quand on pense que les aliments en conserve étaient déjà disponibles depuis plusieurs décennies. Avant cette invention, il fallait littéralement découper le haut de la boîte, près du bord extérieur, avec un ciseau et un marteau. Tu avais donc ta séance de sport en même temps que ton repas. Sais-tu que l'heure normalisée n'est devenue applicable par la loi qu'en 1880 ? Le système actuel que nous utilisons aujourd'hui, GMT, pour Greenwich Mean Time, est devenu une pratique courante dans la plupart des pays encore plus tard, quelque part vers la fin des années 1920. Avant, on avait simplement l'habitude d'estimer l'heure qu'il était en regardant la position du soleil dans le ciel. On a ensuite évolué vers l'utilisation d'horloges, mais elle dépendait toujours de la position du soleil dans une ville ou un village particulier. Cela signifie que l'heure pouvait différer légèrement entre deux communautés voisines. Et ce n'était pas si grave jusqu'à l'invention des trains. Comme on a commencé à voyager plus vite et sur de plus longues distances, il fallait trouver un moyen de savoir quand un train partirait et atteindrait une certaine destination, ce qui aurait été utile à tous les voyageurs dans divers endroits. Tu conduis sur l'autoroute et un semi-remorque de 18 roues arrive rapidement derrière toi. Tu dois changer de voie. Tu regardes dans le rétroviseur. Y a-t-il assez d'espace ? Et tu remarques ces mots sur le rétroviseur. Les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils ne le paraissent. C'est la même chose avec la galaxie de la Voie lactée. Une autre galaxie se dirige vers nous, et comme le semi-remorque, elle est plus proche qu'elle n'y paraît. La galaxie d'Andromède, qui était baptisée à l'origine M31 par Charles Messier dans son catalogue des 110 objets flous en 1774, est désormais officiellement appelée NGC 122.
c'est le nouveau catalogue galactique 122 en anglais. Andromède, une galaxie en spirale plus grande que la Voie lactée, est si grande et si proche que tu peux la voir sans télescope. En fait, à l'œil nu, elle apparaît à moitié moins large que la Lune. On estime que la galaxie d'Andromède contient 1 trillion d'étoiles, alors que la Voie lactée n'en contient que 300 à 400 milliards. Pour voir la galaxie d'Andromède, tu dois laisser les yeux s'adapter à l'obscurité. Cela peut prendre environ 10 minutes pendant que tes pupilles se dilatent pour absorber le plus de lumière possible. M31 est mieux vu de la fin de l'été à l'hiver, lorsque le grand carré de Pégase, le cheval ailé, est au-dessus de nos têtes. Trace une ligne à travers le grand carré en diagonale vers le haut à partir de l'étoile du coin inférieur. Puis, va un peu plus loin que le carré. La voilà! Mais tu ne pourras toujours pas voir sa taille réelle, à moins que tu ne la regardes du coin de l'œil. Si tu la fixes droit dans les yeux, la galaxie aura tendance à s'effacer. Tu dois utiliser ta vision périphérique pour apprécier la taille de la galaxie d'Andromède. La vision périphérique, ou vision détournée, te permet de voir la lumière de façon plus sensible la nuit, mais sans couleur. Les marins utilisent la vision détournée depuis des siècles pour voir les lumières faibles sur l'océan ou sur la Terre. Aristote a utilisé la vision détournée pour observer l'amas d'étoiles M41 dans Canis Major, comme il l'a décrit dans son livre Meteorologica. Sur une photo prise au télescope, la galaxie d'Andromède semble 6 fois plus large que la Lune, car à l'œil nu, nous ne voyons que le centre lumineux de la galaxie. Une photographie télescopique montre à quel point les bras spiraux de M31 sont vraiment massifs. Et cette galaxie massive se dirige vers nous. Nous sommes face à une future collision massive de galaxies aux proportions vraiment galactiques. Quand cela arrivera, l'humanité devra peut-être aller habiter dans une autre galaxie. Nous irons peut-être dans la galaxie du Moulinet, située dans l'astérisme de la Grande Casserole. Comment savons-nous que la galaxie d'Andromède se déplace vers nous? Grâce à un outil appelé spectroscope. Après l'appareil photo, le spectroscope est l'accessoire le plus important d'un télescope. Sauf pour l'œil humain. Nos yeux ne voient que la lumière. Tu ne vois pas réellement ce gros cheval dans ton œil. Tu ne perçois que la lumière réfléchie par le cheval dans tes yeux. C'est la même chose avec l'espace. Nous ne voyons que la lumière qui en provient. Donc, si nous voulons comprendre l'espace, nous devrons comprendre la lumière. Et ce n'était pas une tâche facile pour les astronomes du 19e siècle. L'invention du spectroscope a été une grande avancée dans la compréhension de la lumière venant de l'espace vers la Terre. Avec un spectroscope, les astronomes peuvent dire dans quelle direction se déplacent les objets dans l'espace, ainsi que les éléments qui fabriquent la lumière. Quand tu entends une ambulance qui s'approche, tu entends la sirène devenir plus forte et plus aiguë. Et quand elle dépasse et s'éloigne, tu entends le son de la sirène devenir plus faible et plus grave. Le changement de fréquence du son dépend entièrement du mouvement de la source. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, d'après le physicien et mathématicien autrichien Christian Johann Doppler, qui a expliqué cet effet pour la première fois en 1842. La sirène de l'ambulance ne change pas de volume. Lorsque l'ambulance approche, les ondes sonores sont comprimées et lorsqu'elles s'éloignent, elles sont étirées. Le spectroscope montre que les ondes lumineuses présentent le même effet Doppler que les ondes sonores. Elles sont comprimées lorsque l'étoile ou la galaxie s'approche de nous et semblent étirées lorsqu'elles s'éloignent. Par conséquent, la lumière d'une galaxie qui s'approche apparaîtra légèrement plus bleue, du fait d'une légère augmentation de la fréquence, et la lumière d'une galaxie qui s'éloigne apparaîtra légèrement plus rouge que la normale, à cause d'une légère diminution de la fréquence de la lumière. En 1929, Edwin Hubble, dont le célèbre télescope spatial porte le nom, a publié son étude spectroscopique de 46 galaxies. La lumière de toutes les galaxies sauf une tendait vers le rouge, c'est-à-dire qu'elles s'éloignaient toutes, sauf une. L'étude de Hubble a fourni la première preuve que l'univers était en expansion. Plus une galaxie était éloignée de la Voie lactée, plus elle s'éloignait rapidement. C'était aussi la première preuve que l'univers a commencé par un Big Bang. La seule galaxie dont la lumière était décalée vers le bleu, se déplaçant vers la Voie lactée, était M31. La galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche. 400 000 km/h semble être une vitesse plutôt élevée pour une collision. C'est la vitesse qu'indiquent les mesures spectroscopiques du décalage vers le bleu d'Andromède. Ce sera un gros problème quand cela se produira. Mais quand cela va-t-il se produire? Pour déterminer quand les deux galaxies entreront en collision, nous devons déterminer la distance qui les sépare. Et pour cela, nous avons besoin de supernovas. Les supernovas de type 1A sont ce qu'on appelle des bougies standards. Tout comme nous savons à quel point une bougie brille.
Nous savons à quel point une supernova de type 1A brille. C'est sa magnitude absolue. Une supernova de type 1A apparaît lorsqu'une naine blanche s'effondre sous la pression de tout le gaz qu'elle a aspiré d'une étoile compagnon. En observant la galaxie d'Andromède et en mesurant la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie, il est possible de calculer sa distance. Comme l'intensité de la lumière diminue inversement au carré de sa distance, ce que l'on appelle la loi des carrés inversés, il suffit de comparer la luminosité apparente d'une supernova dans la galaxie d'Andromède à sa luminosité absolue pour obtenir une distance approximative de 2,5 millions d'années-lumière. Voilà! Puisqu'une année-lumière fait environ 10 000 milliards de kilomètres, et que la galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière, même si elle s'approche à la vitesse d'environ 400 000 km/h, nous avons environ 4 milliards d'années avant la grande collision. Tu peux donc attendre après le déjeuner, voire après le dîner, pour commencer à faire tes bagages. Pour l'anecdote, si nous voyons la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, et qu'elle s'est déplacée vers la Voie lactée pendant tout ce temps, quelle taille aurait-elle maintenant dans le ciel? Aussi grande que le semi-remorque dans ton rétroviseur. Mais avons-nous vraiment 4 milliards d'années avant que les galaxies ne se percutent? Il y a plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Les galaxies mineures qui sont gravitationnellement liées à la fois à la Voie lactée et à la galaxie d'Andromède seront avalées par leur galaxie hôte. Compte tenu de la répartition asymétrique de la masse qui en résultera, la collision galactique de la Voie lactée et d'Andromède sera affectée. Certains scientifiques disent que ce ne sera pas un choc frontal, mais plutôt tangentiel. Et puis il y a les halos galactiques de chaque galaxie. Voici ce que le projet Amiga a découvert sur le halo d'étoiles et de gaz qui entoure la galaxie d'Andromède. À l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont pu observer comment la lumière de quasars lointains et brillants était absorbée par le gaz, principalement invisible autour de la galaxie d'Andromède. Regarde les résultats. Tu remarques M31 au centre? Si c'est la même chose pour la Voie lactée, et il n'y a aucune raison de penser que ce serait différent, alors les halos des deux galaxies se touchent en ce moment même. La collision a déjà commencé. On peut aussi se demander quel effet les nuages de matière noire autour de chaque galaxie peuvent avoir sur une collision imminente, ou ont maintenant. Mais assez de spéculation. Dans 4 milliards d'années, le Soleil aura déjà gagné en luminosité pour devenir une géante rouge. Et les humains auront déjà trouvé une autre galaxie à coloniser. Pour assister à l'un des événements astronomiques les plus importants de tous les temps, il faut se rendre en Amérique du Sud. Dans le désert d'Atacama au Chili se trouve la technologie la plus avancée pour l'observation spatiale. Là, les membres de la communauté royale d'astronomie ont observé pendant 6 mois un trou noir qui a tout simplement absorbé une étoile massive. D'ailleurs, ce sont ces mêmes scientifiques qui ont prouvé qu'au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Et ils en ont même pris une photo. Pour la première fois de l'histoire, cet événement incroyable s'est produit très près de la Terre. Il faut dire que la distance de 215 millions d'années-lumière est considérée comme assez proche en termes d'astronomie. La lumière produite par cet événement a atteint notre planète en septembre 2019 et même les scientifiques les plus expérimentés ont été ébahis. Imagine une étoile de la taille de notre Soleil, d'environ 1 390 000 km de large. De telles étoiles ont une masse suffisante pour créer un champ gravitationnel puissant, maintenant de nombreuses planètes dans leur orbite. Et maintenant, plaçons un trou noir géant à côté. Le trou est absolument noir, en forme de disque, et pèse 1 milliard de fois plus que cette étoile. La force de son champ gravitationnel est incroyable. Rien ne peut quitter sa force gravitationnelle. Même les objets qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière tomberont dans ce noir abîme. La lumière elle-même ne peut pas échapper à ses limites. Dès qu'une étoile entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir, elle n'a plus aucune chance. Au début, elle essaie de résister à l'attraction du trou noir, mais les couches extérieures de l'étoile commencent à s'étirer vers lui, comme des spaghettis. Cela est dû à une puissante force d'attraction. Si tu avais la possibilité d'étendre ta main vers le trou noir, tu verrais tes doigts commencer à s'étirer et à s'allonger. Cela est dû au fait que la force d'attraction augmente à chaque centimètre. Par conséquent, elle agirait plus fortement sur tes doigts que sur ton bras. C'est pourquoi ce processus d'attraction d'objets dans un trou noir est appelé spaghettification. La première chose à être aspirée dans le trou noir est la couronne de l'étoile, c'est-à-dire son enveloppe extérieure qui est constituée de plasma chaud. Tu pourras remarquer que l'étoile commence à rétrécir. C'est parce que ce plasma constitue la majeure partie de l'étoile.
Lorsque ce spaghetti de plasma chaud atteint le trou noir, il peut sembler rester sur le bord du disque et continuer à orbiter autour du trou noir. Mais en fait, il n'est plus possible de revenir en arrière. Les particules de l'étoile ont déjà atteint l'horizon des événements du trou noir. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords, de sorte que l'horizon des événements ressemble un peu à un croissant pour l'observateur. On peut aussi remarquer une sorte de chaos dans cet anneau, comme si certaines particules de lumière se déplaçaient dans une direction et d'autres dans une différente. Cela se produit en raison d'un effet de miroir, mais tu peux être sûr que tout ce qui atteint l'horizon des événements sera tôt ou tard entraîné dans la singularité ou la perle noire du trou noir. Une autre illusion que l'on remarque est que les particules d'étoiles se déplacent plus lentement au niveau de l'horizon des événements. Il se trouve que les objets supermassifs, comme les trous noirs, courbent l'espace-temps autour d'eux. Et plus l'objet est massif, plus le temps s'écoule lentement à proximité de lui. Si tu accrochais une montre à côté d'un trou noir et une autre sur un mur de ton salon, tu verrais que la trotteuse de la première bougerait à peine, alors qu'une journée entière passerait sur Terre. En tant qu'observateur, il nous semble que les particules de lumière ralentissent leur mouvement. Mais en réalité, il se peut qu'elles aient déjà été absorbées par le trou noir depuis longtemps. Aujourd'hui, des flux massifs de plasma chaud et rouge éclaboussent l'espace, tout comme la sauce des spaghettis. Lorsqu'un trou noir a absorbé de la matière stellaire, il émet de puissants rayons d'énergie à une vitesse d'environ 10 000 km par seconde. Cette libération d'énergie est accompagnée d'un flash intense. C'est grâce à ce flash que les scientifiques peuvent détecter le processus en premier lieu. Ce phénomène peut être observé lors de l'explosion d'une supernova. Quand il ne reste plus rien du corps de l'étoile, on peut encore voir de la poussière d'étoiles et d'autres particules au niveau de l'horizon des événements du trou noir. Un peu comme le parmesan saupoudré sur les spaghettis. Ok, on arrête la métaphore. Lorsque le processus de spaghettification est terminé, environ la moitié du poids de l'étoile a été projeté dans l'espace sous forme de poussière et de particules incandescentes. L'autre moitié a été absorbée par le trou noir. Les scientifiques ont observé ce processus pendant près de 6 mois. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de plonger soi-même dans un trou noir. On ne peut pas encore le faire, mais on peut simuler le processus. Voici un petit drone, notre ami métallique, notre boulette de viande en somme. En ce moment, il est à une distance sûre du trou noir, l'équivalent d'environ 3 largeurs de l'horizon des événements. Les objets à cette distance peuvent orbiter autour du trou noir en toute sécurité. Un peu plus près et il sera englouti dans l'obscur infini. Ainsi, notre étoile détruite aurait pu survivre en toute sécurité à cette distance. Les planètes aussi peuvent survivre à cette distance. Et s'il existe une source de lumière et de chaleur appropriée à proximité, la vie peut également exister sur ces planètes. Mais notre but est la singularité, et nous guidons le drone le plus proche de l'horizon des événements. Après quelques minutes, la force d'attraction commence à se renforcer, et le drone se met à s'étirer comme un spaghetto. Quand il commence à tourner autour du disque noir, cela signifie qu'il a atteint l'horizon des événements et qu'il a commencé sa descente dans l'abîme noir. Voyons maintenant tout cela du point de vue du drone. Toute la lumière des étoiles qu'il voit devient bleue. C'est ce qu'on appelle le bleuissement gravitationnel. En tombant dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers celui-ci, leur donnant de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent de sorte que les photons rouges deviennent bleus. Le drone continue de tomber et est déjà complètement caché à nos yeux. Et tout ce que voit le robot, c'est un faisceau bleu fin et lumineux. Maintenant, il est dans l'obscurité totale. Il n'y a absolument rien ici. Même pas de temps. Le temps passe si lentement que tout notre système solaire pourrait vieillir et cesser d'exister pendant 1 minute passée dans un trou noir. Mais notre drone vivra jusqu'à ce que sa batterie soit vide. Le drone voit à nouveau un petit faisceau de lumière. Et il se rapproche de plus en plus. Maintenant, le drone va connaître la même chute, mais en sens inverse. Une fois qu'il aura quitté la singularité, le cœur du trou noir, il sera à nouveau à l'horizon des événements. La lumière des étoiles repasse progressivement du bleu au rouge. Puis le drone est lancé dans l'espace, peut-être dans une galaxie lointaine. Le retour d'un trou noir n'est que théorique. Certaines personnes pensent que les trous noirs sont une sorte de vortex qui peut nous conduire à des endroits éloignés dans l'espace. Mais jusqu'à présent, ces théories sont considérées comme de la fiction. Les trous noirs sont assez difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'ils sont, noirs. Tout comme l'espace. Ils n'émettent pas de lumière comme les étoiles, donc ils ne peuvent être détectés que par des anomalies de gravité. Malgré cela, les scientifiques pensent qu'il existe un grand nombre de trous noirs dans notre univers. Ils naissent lorsqu'une étoile massive s'effondre sous son propre poids. Et étant donné le nombre infini d'étoiles dans l'univers, les trous noirs sont probablement un phénomène courant. Les scientifiques pensent que les trous noirs ont leur propre durée de vie. Cela est dû au rayonnement de Hawking. Un trou noir perd de sa masse et donc pour continuer à exister, il doit absorber des objets massifs comme l'étoile que nous venons d'observer.
mais si le trou noir vit dans l'espace lointain, il a moins à absorber et commencera très probablement à rétrécir, jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement. Comme cette assiette de spaghettis. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact. La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète.
Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement à un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas ? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Boum! Je vais te parler d'une énorme explosion spatiale qui a fait se dresser les cheveux sur la tête des scientifiques lorsqu'ils l'ont découverte en février 2020. Sa taille et sa puissance sont énormes, même par rapport aux normes cosmiques. Nous avons fixé notre destination sur un groupe de galaxies dans la constellation de la Girafe. Si nos fusées pouvaient voler à la vitesse de la lumière, c'est aussi rapide que la lumière de l'ampoule de ta lampe qui atteint ton œil quand tu l'allumes. Zoom instantané, il faudrait 2,6 milliards d'années pour arriver là où l'explosion a eu lieu dans l'espace. 2,6 milliards d'années. Waouh! Beaucoup de choses se sont passées durant cette période ici sur Terre. À cette époque, les dinosaures n'existaient même pas encore. La toute première forme de vie quittait l'océan pour se diriger enfin vers la terre ferme. Eh bien, nous voyageons plus vite que la vitesse de la lumière et nous arrivons à notre destination. On est sur le ground zero d'une explosion si grande qu'elle serait comme si 600 millions de soleils explosaient simultanément. Sachant que notre soleil est déjà absolument gigantesque, comme tu le sais, il pourrait contenir 1 million de terres. En fait, 99,8% des éléments qui composent notre système solaire sont le soleil en lui-même. Les 0,2% restants sont toutes les autres planètes, lunes, astéroïdes et autres corps cosmiques qui flottent autour de notre étoile. Et voici la chose vraiment intéressante. Cette explosion a duré 100 millions d'années, soit le temps entre aujourd'hui notre monde numérique actuel, avec ses smartphones et ses voitures à moteur, jusqu'à l'époque des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion spatiale aux proportions si dingues ? Un trou noir, quoi d'autre ?
ce monstre a avalé tellement de substances diverses qu'il s'est étouffé et a émis une quantité de faisceaux de plasma. Ils ont traversé l'espace et ont formé un désert cosmique tout autour du site. On pensait que c'était la plus grande explosion de l'univers, mais tôt ou tard, tous les records sont battus. Nous nous dirigeons vers un autre amas de galaxies, celui-ci s'appelle Ophiuchus. Une explosion a retenti ici et elle était 5 fois plus puissante que celle de la girafe. Elle était si grosse qu'on pouvait facilement aligner 15 voies lactées sur sa zone d'explosion. Notre galaxie a plus de 100 000 années-lumière et abrite 200 milliards d'étoiles. Waouh, c'est le bon mot! C'est la plus grande explosion spatiale depuis le Big Bang, la fameuse, celle qui a tout déclenché il y a 13,8 milliards d'années. Quelle était donc la source de cette explosion? Pour répondre à cette question, il nous faut une simple analogie. Tout comme sur la Terre, l'espace a ses propres mégalopoles. Ces New York et Tokyo du cosmos sont énormes, elles aussi. Et quand je dis énormes, c'est parce que je n'ai pas d'autre mot. Je cherche, cela dit. On les appelle officiellement des superamas de galaxies. Au centre des galaxies les plus gigantesques, on trouve un trou noir supermassif. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur ces amas, mais la théorie veut qu'il s'agisse essentiellement d'un tas de choses ou de matières qui se compriment en un minuscule point qui ne peut même pas être mesuré parce qu'il est infiniment petit. Oui, des choses compliquées. Imagine les choses ainsi. Ce serait comme prendre la Terre entière et la réduire à la taille d'un grain de riz. Mais ce grain de riz aurait toujours le même poids que la planète. Tous ces éléments seraient vraiment très comprimés. Donc plus de matière égale plus de gravité, ce qui signifie que l'attraction d'un trou noir est inévitablement forte. Même la lumière ne peut pas la traverser, d'où la partie noire de son nom. Ce qui est drôle, c'est que nous ne pouvons même pas les voir avec nos yeux. Les trous noirs ne brillent pas et ne reflètent pas la lumière, ils l'absorbent comme on le fait avec les spaghettis. Miam, ça me donne faim rien que d'y penser. Mais revenons aux énormes choses de l'espace qui font boum. Un trou noir supermassif a explosé dans ce superamas de galaxies nommé Ophiuchus. Ce monstre a cessé d'attirer tout ce qui l'entourait, comme le font habituellement les trous noirs. Bien au contraire, il s'est mis à cracher des trucs. Un flux de plasma colossal a traversé l'espace presque à la vitesse de la lumière et a percé une bulle de 1,5 million d'années-lumière de diamètre. Chaque millième de seconde, c'était comme si 20 milliards de mégatonnes de TNT explosaient. Et cela a continué pendant 240 millions d'années. Mais maintenant, j'attire ton attention sur le vrai poids lourd de la Voie lactée. C'est le gars le plus coriace de la galaxie. Un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile. La masse de cette bête est 4 millions de fois celle du Soleil. Et tu vas aimer ceci, elle n'est qu'à 25 000 années-lumière de notre planète. En termes de rapport dans l'espace, cette chose est comme l'équivalent de notre voisin 2 maisons plus loin dans la rue. Attends, ne panique pas besoin de faire tes bagages et de déménager. Notre voisin a heureusement abandonné son ancienne activité de lanceur de jet chaud dans l'espace. Mais en 2019, il a fait battre le cœur des astronomes. Près de cette étoile, ils ont remarqué un flash 75 fois plus élevé que la normale. Leur théorie, numéro 1, le trou a englouti une partie d'une étoile qui se trouvait bien trop près pour être à l'abri. Ou bien, numéro 2, un nuage de gaz s'est écrasé sur lui. Après un pic d'activité de 14 heures, l'étoile du Sagittarius A étoile s'est finalement calmée. Ouf! Mais dans le passé, ce géant avait un sacré tempérament et savait mettre le feu à l'espace. Il y a 3,5 millions d'années, nos très anciens ancêtres, genre techniquement ils n'étaient pas encore humains, traversaient déjà l'Afrique à pied. Innocents, ils ignoraient qu'un cataclysme se produisait très loin dans le ciel, juste au-dessus d'eux. Cela a ressemblé à une balise qui s'est allumée tout à coup et a émis 2 faisceaux avec une forme conique. Le tout a été déclenché par un nuage d'hydrogène 100 000 fois plus grand que le Soleil. Il s'est approché un peu trop près et l'étoile Sagittarius A étoile a réagi. Ces jets de plasma ont traversé l'espace pendant 200 000 années-lumière et ont continué pendant 300 000 ans de plus. C'est un claquement de doigts sur l'échelle cosmique, mais les astronomes trouvent encore aujourd'hui des traces de ce boom. Les étoiles à neutrons savent aussi comment déclencher de gros feux d'artifice. Elles apparaissent lorsque des étoiles géantes sont à court de carburant et s'effondrent sur elles-mêmes. Imagine que le Soleil en entier soit comprimé à la taille d'une petite ville. Oui, cela rend les étoiles à neutrons incroyablement denses et lourdes.
une cuillère à café de leur matière pèse environ 10 millions de tonnes. Elles tournent extrêmement vite, des centaines de rotations complètes par seconde. Et pour certaines d'entre elles, elles lancent des faisceaux d'énergie depuis leur pôle, ce qui leur donne l'apparence d'un phare cosmique. L'une des étoiles à neutrons la plus intéressante se trouve dans la constellation du Sagittaire. Comme les trous noirs, elle possède une puissante gravité et attire des tonnes de matière. Tout cela s'accumule dans un énorme disque qui tourne. Cette étoile en particulier était alimentée par l'hydrogène d'une étoile voisine. Elle a englouti sa voisine et elle a absorbé tellement de matière qu'elle s'est mise à chauffer. Le résultat, une gigantesque boule de feu lancée depuis sa surface. Les astronomes en ont été témoins le 20 août 2019. Ils ont vu un flash de 20 secondes qui a illuminé l'espace. C'était l'explosion la plus brillante que la NASA ait jamais vue. L'étoile a dépensé pour cela plus d'énergie que le Soleil n'en produit en plus d'une semaine. Mais bien sûr, rien ne vaut le plus grand boom de tous, celui qui a apporté la vie à notre univers tout entier, selon la théorie la plus répandue. Mais d'abord, un petit retour en arrière. Les scientifiques estiment que seulement 5% de l'univers est constitué d'étoiles, de planètes, d'astéroïdes, de comètes, de nuages de poussière, de toi, moi, ton chinchilla, de toute la vie, en gros de tout ce que tu peux voir de tes propres yeux. Alors, que peuvent être les 95% restants ? Même si ça a l'air louche, c'est la mystérieuse énergie noire et la matière noire. En termes simples, elles sont comme le yin et le yang de l'espace. La matière noire attire les choses les unes vers les autres grâce à la gravité. C'est la colle de notre univers qui maintient tout ensemble. L'énergie noire fait le contraire. Elle fait que les choses se repoussent et s'éloignent les unes des autres. C'est ce que dit la théorie. Et bizarrement, l'énergie noire fait que les choses qui sont déjà loin entre elles s'éloignent de plus en plus. Les scientifiques peuvent même le constater par eux-mêmes. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement de la Terre. Mais ces deux forces n'ont pas toujours été présentes. En fait, il y a environ 13,8 milliards d'années, il n'y avait rien autour. Tout était condensé en un minuscule point infiniment petit. Cela te semble familier ? Oui, ce mystérieux point qui rétrécit à jamais se trouve aussi au centre des trous noirs, et c'est ce qu'on appelle une singularité. C'est là que notre science et nos maths s'effondrent. C'est la chose la plus déconcertante qui soit. Mais un jour, ce point incroyablement dense et chaud a commencé à s'étendre dans toutes les directions. Et il a grandi plus vite que la vitesse de la lumière. Il a doublé sa taille 100 fois en une fraction de seconde. Si tu veux plus de détails, c'est 1 centième de milliardième, de trillionième de seconde. Oui, plus le temps passait, plus elle grandissait vite et plus elle était grosse. Et elle s'est agrandie depuis, comme si on faisait exploser un ballon qui n'éclate jamais. Les scientifiques ont appelé cette expansion le Big Bang. Et voilà. Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement.
Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre, mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination. Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles.
Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera, et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de 2 trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang.